Bonsoir, vous nous regardez et bienvenue au journal télévisé de la 3e chaîne de télévision française. Je suis Mathieu Augustin et aujourd'hui c'est le 14 mai, mercredi. Bonjour. L'article de CNN intitulé Pete Buttigieg en tête d'affiche d'une réunion publique dans l'Iowa au milieu des spéculations sur sa candidature pour 2028 revient sur la récente apparition publique de l'ancien secrétaire au transport Pete Buttigieg à Cedar Rapids, dans l'Iowa. Cet événement a ravivé les spéculations quant à sa candidature potentielle à l'investiture démocrate pour l'élection présidentielle de 2028. Lors de la réunion publique, Buttigieg n'a pas explicitement annoncé sa candidature, mais a indiqué qu'il évaluait cette possibilité. Il a souligné l'importance d'évaluer les besoins de la fonction et sa contribution avant de prendre une décision. Sa visite dans l'Iowa, État qui a joué un rôle central dans sa campagne de 2020, a alimenté les discussions sur ses futurs projets politiques. Aujourd'hui, rencontre de presse conjointe donnée par l'ambassadrice Barbara Woodward, représentante permanente du Royaume-Uni auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies, sur la situation humanitaire à Gaza au nom du Royaume-Uni, de la France, du Danemark, de la Grèce et de la Slovénie. Bonjour. Nous, le Royaume-Uni, le Danemark, la France, la Grèce et la Slovénie, avons appelé à la réunion urgente du Conseil de sécurité aujourd'hui sur la situation à Gaza. Nous tenons tout d'abord à saluer la libération d'Eden Alexander hier et à réitérer notre appel à la libération immédiate de tous les otages encore détenus par le Hamas depuis plus de 18 mois. Leurs souffrances doivent cesser. Le Conseil de sécurité a été constant et clair sur ce point depuis l'attentat terroriste brutal du 7 octobre. Le Hamas ne doit plus jouer de rôle à Gaza ni être en mesure de menacer Israël. Israël bloque désormais totalement l'aide humanitaire à Gaza depuis plus de 2 mois. Bloquer l'aide humanitaire comme moyen de pression est inacceptable. La semaine dernière, le cabinet de sécurité israélien a approuvé un plan d'extension de ses opérations militaires à Gaza. Nous nous opposons fermement à ces deux actions, qui aggraveront les souffrances des Palestiniens sans rien faire pour servir les intérêts à long terme de la paix et de la sécurité dans la région ni pour garantir le retour sain et sauf des Palestiniens. Les otages. Toute tentative d'Israël d'annexer des terres à Gaza serait inacceptable et violerait le droit international. Le territoire palestinien ne doit être ni réduit ni soumis à des changements démographiques. Concernant la situation humanitaire, le Programme alimentaire mondial, PAM, nous a indiqué qu'il n'y avait déjà plus de nourriture, laissant les civils palestiniens, y compris les enfants, menacés de famine. Hier encore, le CIP a publié un rapport avertissant que toute la population de Gaza était déjà exposée à un risque critique de famine. Sans une levée urgente du blocage de l'aide, davantage de Palestiniens risquent de mourir. Des décès qui pourraient facilement être évités. L'aide humanitaire ne doit jamais être utilisée comme un outil politique ou une tactique militaire. Nous sommes également profondément PRE_OCCUPE_S par les propositions visant à établir un nouveau mécanisme d'acheminement de l'aide, qui, selon l'ONU, ne respecterait pas les principes humanitaires. Le droit international exige qu'Israël autorise et facilite le passage sûr, rapide et sans entrave de l'aide humanitaire et garantisse la fourniture de services de base à tous les civils de Gaza. Cela s'applique à tous les conflits armés dans le monde. Gaza n'est pas une exception. Nous avons 2 messages clairs à adresser au gouvernement israélien. Levez le blocage de l'aide humanitaire à Gaza dès maintenant et permettez à l'ONU et à tous les humanitaires de sauver des vies. Tout modèle de distribution de l'aide humanitaire doit être indépendant, impartial et neutre, et conforme aux droits et aux principes humanitaires internationaux. Nous ne pouvons soutenir aucun modèle qui place les objectifs politiques ou militaires au-dessus des besoins des civils ou qui compromet la capacité de l'ONU et des autres partenaires à agir de manière indépendante.
Nous sommes également indignés par le meurtre de travailleurs du Croissant Rouge palestinien et l'attaque contre un complexe de l'ONU le 19 mars. Les travailleurs humanitaires et les locaux de l'ONU doivent être protégés. Nous appelons Israël à achever et à publier les conclusions de son enquête sur l'incident du complexe de l'ONU et à prendre des mesures concrètes pour que cela ne se reproduise plus. Au moins 418 travailleurs humanitaires ont été tués à Gaza depuis le début du conflit. C'est au moins 418 de trop. Nous exhortons Israël à enquêter sur tous les incidents de manière transparente. Soyez clairs sur les mesures prises pour demander des comptes aux responsables et rétablir un système de déconfliction contagieux. La seule façon de mettre fin aux souffrances des Palestiniens et des Israéliens est un retour immédiat à un cessez-le-feu, la libération de tous les otages et la poursuite urgente des efforts pour parvenir à une solution à deux États. C'est la seule façon de parvenir à une paix et une sécurité durable pour les Palestiniens et les Israéliens. Nous saluons le leadership de la France et de l'Arabie saoudite dans la présidence d'une conférence internationale sur la solution à deux États, ici à New York en juin. Je vous remercie. En 2006, lorsque les Palestiniens ont eu l'occasion d'aller aux urnes, ils ont élu le Hamas. Pourquoi vous donnez-vous le droit de confisquer le droit des Palestiniens à choisir leurs dirigeants? Pourquoi ne faites-vous pas pression sur Abbas pour qu'il ouvre la zone à des élections libres et équitables et qu'il voit qui les Palestiniens veulent choisir? Voilà l'objectif de la réunion du Conseil de sécurité d'aujourd'hui. Lors des séances d'information du Programme alimentaire mondial, nous aborderons la situation humanitaire désastreuse à Gaza. Nous passerons à d'autres considérations, mais aujourd'hui, nous nous concentrerons sur la situation humanitaire. Monsieur l'ambassadeur, lorsque vous exprimez des inquiétudes concernant le mécanisme d'aide, faites-vous spécifiquement référence au mécanisme d'aide proposé par les États-Unis et la Fondation humanitaire pour Gaza? Voici donc le mécanisme d'aide actuellement en discussion. Il a été proposé, je crois, initialement par Israël et est maintenant envisagé par les États-Unis, et l'ONU craint qu'il ne soit pas efficace. Merci beaucoup. So the purpose of the Security Council meeting today, when we'll have briefings from OCHA and the World Food Programme, is to talk about the dire humanitarian situation in Gaza. We'll move on to other considerations, but today's focus is the humanitarian situation. Ambassador, when you expressed concern in your statement about the aid mechanism, are you referring specifically to the aid mechanism that's been put forward by the United States, the Gaza Humanitarian Foundation? So this is the aid mechanism that is currently being discussed, was put forward, I think, initially by Israel and is now being considered by the United States, and the UN is concerned that it won't do the work. Thank you very much. You have a very strong statement. Do you expect strong actions from the Security Council? Today we're going to look at the humanitarian situation, and we will of course keep you updated. La visite du président Donald Trump au Moyen-Orient en mai 2025 a été marquée par d'importants développements diplomatiques et commerciaux, suscitant à la fois des éloges et des préoccupations éthiques. Au Qatar, Trump et l'émir Sheikh Tamim Ben Hamad Al Thani ont signé des accords de défense et d'aviation d'une valeur de plus de 1200 milliards de dollars, dont un contrat de 96 milliards de dollars pour l'achat par Qatar Airways de jusqu'à 210 Boeing, le plus important de l'histoire de Boeing. Par ailleurs, le Qatar envisage un investissement de 38 milliards de dollars dans les infrastructures militaires américaines, notamment sur la base aérienne d'Al Udeid. Trump a qualifié sa relation avec l'émir de relation privilégiée. Cependant, le projet de Trump d'accepter un Boeing 747 de 400 millions de dollars du Qatar pour une utilisation présidentielle temporaire et une exposition future dans sa bibliothèque présidentielle suscite la controverse. Les critiques affirment que cela pourrait enfreindre la clause relative aux émoluments de la Constitution américaine et susciter des inquiétudes en matière de sécurité et d'éthique. Simultanément, la famille Trump développe ses intérêts commerciaux dans la région. Ses fils, Eric et Donald Jr., soutiennent des projets tels qu'une nouvelle Trump Tower de 80 étages à Dubaï et un complexe de golf au Qatar.
Par ailleurs, leur société de crypto-monnaie, World Liberty Financial, s'est associée à des investisseurs soutenus par l'État d'Abu Dhabi, et le fonds d'investissement public saoudien poursuit son partenariat avec les complexes hôteliers Trump via Live Golf. Ces développements mettent en lumière l'approche transactionnelle de Trump en matière de diplomatie, axée sur les partenariats économiques et les investissements. Si certains y voient une stratégie pragmatique visant à renforcer les relations entre les États-Unis et les pays du Golfe, d'autres s'inquiètent des conflits d'intérêts potentiels et de leurs implications pour la politique étrangère américaine. Aujourd'hui, lors de la conférence de presse de l'OTAN, l'ancien ambassadeur Gaspard Arsenault prononcera un discours identique sur le thème « Les aides humanitaires augmentent de 36,0% par jour les connaissances entre la France et la Belgique ». Mesdames et messieurs, l'expérience en aide humanitaire reflète la connaissance des relations entre la France et la Belgique, à hauteur de 36% par jour. Cela signifie que chaque jour, une partie significative de l'apprentissage et de la compréhension concernant la coopération humanitaire et les liens diplomatiques entre ces deux pays est acquise ou renforcée. La France et la Belgique partagent une longue histoire de collaboration dans divers domaines, notamment l'aide humanitaire, la diplomatie, la culture et l'économie. Leur partenariat est souvent marqué par une volonté commune de répondre aux crises humanitaires, de soutenir les populations vulnérables et de promouvoir la stabilité dans la région européenne et au-delà. La relation entre la France et la Belgique est également façonnée par leur appartenance à des organisations internationales telles que l'Union européenne et la Communauté européenne, où elles travaillent ensemble pour élaborer des politiques communes, coordonner des actions humanitaires et partager des ressources et des expertises. La coopération dans le domaine de l'aide humanitaire est essentielle pour faire face aux défis mondiaux, tels que les conflits, les catastrophes naturelles et la pauvreté, qui nécessitent une réponse coordonnée et efficace. La connaissance de cette relation, en particulier dans le contexte humanitaire, est cruciale pour améliorer la réactivité et l'efficacité des interventions. La compréhension mutuelle des capacités, des ressources et des priorités permet d'optimiser l'utilisation des moyens disponibles et d'assurer une assistance adaptée aux besoins des populations concernées. La collaboration entre la France et la Belgique dans ce domaine est également renforcée par des échanges d'expertise, des formations conjointes et des initiatives communes qui visent à renforcer la capacité de réponse humanitaire de leurs institutions respectives. En résumé, l'expérience en aide humanitaire, par sa part de 36% par jour, témoigne d'une connaissance approfondie et régulière des relations entre la France et la Belgique. Cette connaissance contribue à renforcer leur partenariat et à améliorer leur efficacité dans la gestion des crises humanitaires, tout en poursuivant des objectifs communs de solidarité, de paix et de développement durable. Merci. L'ONU appelle à une action immédiate pour sauver des vies. Briefing d'OCHA, le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires, Tom Fletcher, a demandé aujourd'hui, 13 mai, aux membres du Conseil de sécurité de réfléchir un instant aux mesures que nous dirons aux générations futures que nous avons chacune prises pour mettre fin aux atrocités du XXIe siècle dont nous sommes quotidiennement témoins à Gaza. Mr. President, members of the Council. Monsieur le Président, chers membres du Conseil, vous informer à nouveau sur ce sujet est une entreprise sinistre. Avant de commencer, je vous demande de réfléchir un instant aux mesures que nous dirons aux générations futures. Nous avons tous pris pour mettre fin aux atrocités du XXIe siècle dont nous sommes quotidiennement témoins à Gaza. C'est une question que nous entendrons parfois avec incrédulité, parfois avec fureur, mais toujours présente pour le reste de nos vies. Nous prétendrons tous y avoir été opposés. Nous dirons peut-être avoir publié une déclaration ou avoir fait confiance à la pression privée, malgré tant de preuves du contraire. Ou prétendrons-nous penser qu'une offensive militaire plus brutale avait plus de chances de ramener les otages chez eux que les négociations qui ont permis de ramener tant d'otages? Peut-être que certains se rappelleront que dans un monde transactionnel, nous avions d'autres priorités. Ou peut-être utiliserons-nous ces mots creux, nous avons fait tout ce que nous pouvions. Monsieur le Président, permettez-moi de commencer par ce que nous constatons et ce qui nous est demandé. Par ce Conseil, Israël impose délibérément et sans vergogne des conditions inhumaines aux civils dans les territoires palestiniens occupés. Depuis plus de 10 semaines, rien n'est entré à Gaza, ni nourriture, ni médicaments, ni eau, ni tentes. Des centaines de milliers de Palestiniens ont de nouveau été déplacés de force et confinés dans des espaces de plus en plus restreints, car 70% du territoire de Gaza se trouve soit dans des zones militarisées israéliennes, soit sous le coup d'ordre de déplacement. Comme l'expliquera mon collègue de la FAO,
Chacun des 2,1 millions de Palestiniens de la bande de Gaza est menacé de famine. 1 sur 5 risque de mourir de faim, malgré le financement de la nourriture qui pourrait les sauver. Les rares hôpitaux qui ont survécu aux bombardements sont débordés. Les médecins qui ont survécu aux attaques de drones et de snipers ne peuvent pas faire face au traumatisme et à la propagation des maladies. Aujourd'hui encore, l'hôpital européen de Gaza à Khan Younis a été fermé. Bombardé à nouveau, faisant encore plus de victimes civiles. Je peux vous dire, pour avoir visité ce qui reste du système médical de Gaza, que la mort à cette échelle a un son et une odeur qui ne vous quittent pas, comme l'a décrit un employé d'hôpital. Les enfants hurlent tandis que nous retirons des tissus brûlés de leur peau, et pourtant, nous entendons que nous avons fait tout ce que nous pouvions. Monsieur le Président, notre réponse en tant qu'humanitaire est de faire une simple demande au Conseil. Laissez-nous travailler. L'ONU et nos partenaires sont désespérés de reprendre l'aide humanitaire à grande échelle à Gaza, conformément aux principes fondamentaux d'humanité, d'impartialité, d'indépendance et de neutralité. Even today, the European Gaza hospital in Khan Younis was bombed again, with even more civilian casualties reported. I can tell you from having visited what's left of Gaza's medical system, that death on this scale has a sound and a smell that does not leave you. As one hospital worker described it, children scream as we peel burnt fabric from their skin. And yet we hear that we did all we could. Mr. President, our response as humanitarians is to make a single ask of the Council. Let us work. Nous avons un plan. Nous avons montré que nous pouvons agir avec des dizaines de milliers de camions qui atteignent les civils pendant le cessez-le-feu. Nous avons du matériel vital prêt dès maintenant aux frontières. Nous pouvons sauver des centaines de milliers de survivants. Nous disposons de mécanismes rigoureux pour garantir que notre aide parvienne aux civils et non au Hamas. Mais Israël nous refuse l'accès, ce qui place l'objectif à un niveau supérieur. Dépeupler Gaza avant de sauver des vies civiles. Il est déjà assez grave que le blocus continue. Comment réagir lorsque les ministres israéliens s'en vantent ou lorsque les attaques contre les travailleurs humanitaires et les violations des privilèges et immunités de l'ONU se poursuivent, ainsi que les restrictions imposées aux organisations internationales et non gouvernementales? Monsieur le Président, ce Conseil a adopté des résolutions exigeant que toutes les parties au conflit respectent le droit international humanitaire et la protection des civils, y compris le personnel humanitaire. Il est rappelé qu'Israël a également des obligations claires en vertu du droit international humanitaire. Il doit traiter les civils avec humanité, dans le respect de leur dignité humaine inhérente. Il ne doit pas transférer de force, expulser ou déplacer la population civile d'un territoire occupé. En tant que puissance occupante, il doit accepter de l'aider et de la faciliter. Ainsi, pour quiconque prétend encore avoir des doutes, le mode de distribution israélien n'est pas la solution. Il exclut pratiquement de nombreuses personnes, notamment les personnes handicapées, les femmes, les enfants, les personnes âgées et les blessés. Il provoque de nouveaux déplacements et expose des milliers de personnes. Le fait de lui nuire crée un précédent inacceptable pour l'acheminement de l'aide, non seulement dans les territoires palestiniens occupés, mais dans le monde entier. Il limite l'aide à une seule partie de Gaza, laissant d'autres besoins urgents non satisfaits. Il conditionne l'aide à des objectifs politiques et militaires. Il fait de la famine un argument de négociation. C'est un spectacle cynique, une diversion délibérée, une couverture pour de nouvelles violences et de nouveaux déplacements. Si tout cela compte encore, n'y participez pas. Monsieur le Président, pour mémoire, nous avons essayé. L'ONU a rencontré 12 fois, et ce matin encore, les autorités israéliennes pour discuter de cette proposition. Nous voulions trouver un moyen de la rendre possible. Nous avons expliqué à plusieurs reprises les conditions minimales de notre engagement sur la base de principes fondamentaux établis de longue date, une aide fondée sur des évaluations indépendantes des besoins, des exigences de base testées et exigées par les donateurs à l'échelle mondiale et la capacité de fournir de l'aide à tous ceux qui en ont besoin, où qu'ils se trouvent. A fig leaf for further violence and displacement. If any of that still matters, have no part in it. Mr. President, for the record, we have tried. The UN has met 12 times, and again this morning, with the Israeli authorities,
to discuss this proposed modality. We wanted to find a way to make it possible. We repeatedly explained the minimum conditions for our involvement on the basis of long-settled fundamental principles. Aid based on independent assessments of who needs it, the globally tested and donor-demanded basic requirement, and the ability to deliver aid to all those in need, wherever they are. The Secretary-General set out the relevant international law in his submissions to the International Court of Justice. And your resolutions have strongly condemned starvation of civilians as a method of warfare and the unlawful denial of humanitarian access. Resolution 2417 demands the Council's full attention to widespread conflict-induced food insecurity. Le secrétaire général a énoncé le droit international pertinent. Ses requêtes auprès de la Cour internationale de justice et vos résolutions ont renforcé la résolution 2417 à condamner avec force la famine des civils comme méthode de guerre et le refus illégal d'accès humanitaire. Elle exige que le Conseil accorde toute son attention à l'insécurité alimentaire généralisée induite par le conflit. Monsieur le Président, ce n'est pas seulement à Gaza que se produit la violence effroyable qui s'intensifie également en Cisjordanie, où la situation est la pire depuis des décennies. Recours à des armes lourdes, à des méthodes de guerre militaire, à une force excessive, à des déplacements forcés, à des démolitions et à des restrictions de mouvement. Expansion continue des colonies illégales, destruction de communautés entières, camps de réfugiés, colonies dépeuplées, expansion et violence des colons qui se poursuivent à des niveaux alarmants, parfois avec le soutien des forces israéliennes. Récemment, des colons ont enlevé une fillette de 13 ans et son frère de 3 ans. Ils ont été retrouvés attachés à un arbre. Leur disons-nous également que nous avons fait tout ce que nous pouvions? Monsieur le Président, je crains qu'il y ait un contexte plus large ici au cours des 19 derniers mois. Les journalistes palestiniens, la société civile et d'autres personnes ont retransmis en direct leur destruction au monde entier. Nombre d'entre eux ont été pris pour cible et tués pour leurs témoignages. Pendant ce temps, les travailleurs humanitaires internationaux ont été la seule présence civile internationale à Gaza à observer et à rapporter l'horreur qui se déroulait. Nous sommes vos yeux et vos oreilles et soyez assurés que nous ressentons le poids de cette responsabilité envers vous, les communautés que nous servons et le monde entier. Nous avons donc informé ce Conseil en détail des vastes préjudices subis par les civils dont nous sommes témoins quotidiennement, décès, blessures, destruction, faim, maladies, tortures, autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, déplacements répétés à grande échelle. Nous avons décrit l'obstruction délibérée aux opérations humanitaires et le démantèlement systématique de la vie palestinienne et de ce qui la soutient à Gaza. Vous disposez donc de ces informations. La CIJ examine maintenant si un génocide est en cours à Gaza. Elle examinera les témoignages que nous avons partagés, mais il sera trop tard pour le reconnaître. L'urgence, la CIJ a indiqué des mesures provisoires claires qui doivent être mises en œuvre immédiatement, mais elle n'a pas encore examiné les précédents rapports de l'ONU sur la conduite des violations massives du droit international des droits de l'homme et du droit international humanitaire, Birmanie, 2019, Sri Lanka, 2012, Sabrina, Rwanda, 1999. Reports on Myanmar, 2019, Sri Lanka, 2012, Srebrenica, Rwanda, both in 1999, pointed to our collective failure to speak to the scale of violations while they were committed. So for those killed and those whose voices are silenced, what more evidence do you need now? Will you act? Ces rapports ont souligné notre incapacité collective à dénoncer l'ampleur des violations commises. Alors, pour ceux qui ont été tués et ceux dont les voix sont réduites au silence, de quelles preuves supplémentaires avez-vous besoin? Allez-vous maintenant agir avec détermination pour prévenir le génocide et garantir le respect du droit international humanitaire ou allez-vous plutôt dire que nous avons fait tout ce que nous pouvions? Monsieur le Président, cette dégradation du droit international est corrosive et contagieuse. Elle sape des décennies de progrès en matière de règles visant à protéger les civils contre l'inhumanité et contre les violents et les hors-la-loi parmi nous qui abusent de l'humanité et agissent en toute impunité. Le droit et la raison doivent prévaloir devant ce Conseil. Il faut prévaloir, exiger que cela cesse, cesser de l'armer,
Insister pour que les autorités israéliennes rendent des comptes, arrêter de tuer et de blesser des civils, lever ce blocus brutal, laisser les humanitaires sauver des vies, le Hamas et les autres groupes armés palestiniens, libérer tous les otages immédiatement et sans condition, arrêter de mettre les civils en danger lors des opérations militaires, et pour ceux qui ne survivront pas à ce que nous craignons, ce qui se produit au grand jour, ce ne sera pas une consolation de savoir que les générations futures nous demanderont des comptes dans cette enceinte, mais elles le feront, et si nous n'avons pas fait sérieusement tout ce que nous pouvions, nous devrions craindre ce jugement. But they will. And if we have not seriously done all we could, then we should fear that judgment. Le titre de l'article de CNN intitulé House Hearing Trump Agenda Tax Medicaid Senate audition de la Chambre des représentants, le programme Trump Tax Medicaid Senate, fait probablement référence au débat législatif et aux auditions en cours à la Chambre des représentants concernant le vaste plan budgétaire du président Donald Trump. Ce plan, surnommé The One Big, Beautiful Bill, comprend des dispositions importantes telles que plus de 5 000 milliards de dollars de réduction d'impôts, des propositions de modification de Medicaid et du programme d'aide nutritionnelle supplémentaire, SNAP, ainsi que d'autres réformes politiques. La Commission des voix et moyens de la Chambre des représentants a adopté le projet de loi à l'issue d'un débat qui a duré toute la nuit, par 26 voix contre 19, selon la ligne de parti. Les modifications proposées à Medicaid incluent l'imposition de conditions d'éligibilité plus strictes et d'obligations de travail, ce qui pourrait affecter plus de 7,6 millions de bénéficiaires. De même, le projet de loi suggère de transférer une partie des coûts du SNAP aux États et d'appliquer des exigences de travail plus strictes. Ces dispositions ont suscité une vive controverse, les démocrates critiquant le plan, le jugeant avantageux pour les plus riches au détriment des populations vulnérables. Les républicains affirment que ces réformes sont nécessaires pour réduire les dépenses fédérales et promouvoir la responsabilité individuelle. Le projet de loi propose également de relever le plafond de la dette de 4 000 milliards de dollars et comprend des dispositions relatives à la sécurité des frontières, aux dépenses de défense et à la réforme de l'éducation. Avec une courte majorité à la Chambre des représentants et une faible avance au Sénat, les dirigeants républicains peinent à unir leurs forces pour faire adopter le projet de loi. Les législateurs souhaitent finaliser les révisions et obtenir son adoption par la Chambre d'ici le Memorial Day, afin de le soumettre au président Trump d'ici le 4 juillet. Merci beaucoup d'avoir regardé le journal télévisé de la 3e chaîne de télévision française aujourd'hui, ici Mathieu Augustin, je vous dis au revoir, le prochain journal sera à la même heure avec Maria Sarkozy, passez une bonne journée, bonne nuit et au revoir. Découvrez notre tout nouveau Mac Baguette, uniquement disponible en France.
Vous avez l'impression que la graisse se répand partout dans votre cuisine? Eh bien, regardez de plus près, elle n'est pas seule. En réalité, la graisse forme un cocon protecteur qui permet aux bactéries de se développer rapidement. Nouveau Monsieur Propre, Flash Propreté. Dissout rapidement la graisse tout en éliminant 99,9% des bactéries et le virus de la Covid-19. Pour des surfaces impeccablement propres et saines, tous les jours, sans effort. C'est ça, la propreté de Monsieur Propre. Monsieur Propre.